Et merci, donc de vous être connectés, à ce premier Avenir, ISCOM, dont, le thème est la data avec cet intitulé qui j'espère vous plaira. Data is coming. Alors il paraît que, ça y est, Game of Thrones est une référence, un peu ancienne, hein, dans le domaine de la pop culture. Eh bien, tant pis, on va la conserver, pour ce coup-ci. Bonjour à ceux qui, dans le chat, laissent des messages. Donc n'hésitez pas pendant tout ce webinaire à mettre vos commentaires dans le chat et j'aurai plaisir à y répondre. Donc pendant cette demi-heure, je vais tout d'abord faire une première présentation liminaire et puis ensuite nous passerons aux questions, réponses avec plaisir et j'imagine qu'il y aura énormément de choses à dire. On pourra se retrouver plus tard pour en discuter, hein. La data, c'est un vaste sujet, évidemment. Donc pourquoi, avoir pris ce parti pris de data is coming? C'est presque une évidence, c'est une lapalissade. On voit que la data est absolument partout, hein, sans même parler de la communication et du marketing. On va y venir bien sûr sur nos métiers, mais tout est régi par la data. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'impact que ça peut avoir ensuite sur nos métiers, sur nos quotidiens professionnels et sur la façon dont on doit finalement s'adapter et se former, pour pouvoir intégrer, la data dans nos pratiques. Ah, hop, attendez, j'enchaîne. Avant, de parler de la communication, du marketing, je voulais, vous parler d'une expression qu'on emploie beaucoup, aujourd'hui, qui est celui du data, centric. On se dit: «Voilà, c'est data centric, cette entreprise est data centric», mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Et puis une autre expression que vous avez certainement entendue qui est data driven. Finalement, qu'est-ce que ça a comme différence sur le modèle d'entreprise, le modèle d'organisation, qui est concerné? Donc là, je vous ai partagé un extrait d'un article, dont je vais vous mettre la référence dans le chat, juste après, parce que c'est un article qui est plutôt bien fait et qui explique en fait, ce que ça a comme incidence, sur, le modèle d'entreprise et sur la façon dont ensuite elle va pouvoir être efficace. Parce que bien sûr la data, elle est au service de la performance et de l'efficacité. Et donc, juste pour commenter ce petit graphique que vous avez, devant les yeux, donc data driven finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va être en mesure de pouvoir récolter de la data, mais de plusieurs activités, différentes et que finalement, chaque recueil de ces data, oui, c'est illustré là par, des couleurs différentes, va ensuite entraîner une décision, mais finalement une décision qui va être liée uniquement, à la data qu'on aura récoltée sur, une activité, donnée. Si je transposais ça par exemple à une entreprise classique que vous connaissez, par exemple, imaginons tiens une marque automobile, mais on pourrait dire qu'on aurait, tout d'abord un recueil de data sur, peut-être, les voitures, disponibles dans les concessions, voilà, donc nos concessions physiques, il y a X voitures qui sont exposées, qui sont disponibles, à la vente. Et puis on va avoir, par exemple, du côté, de la direction client, et ben, on va avoir, les bases de données clients, auprès desquelles on va faire des opérations de marketing et cetera. Et puis tiens, on va peut-être rajouter, une autre donnée, qui va venir, par exemple, de la part, des fournisseurs, hein, des fournisseurs, pour nos voitures et où on va avoir peut-être en temps réel, la façon dont, je sais pas, par exemple, l'intérieur cuir, l'électronique, va être géré selon les stocks. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des données qui sont différentes, et qui vont entraîner des décisions, en fonction, de la data qu'on aura récoltée. Donc ça, c'est data driven. Mais data centric, en fait, c'est ça la révolution, c'est qu'on va agréger toutes ces données, donc toutes ces bases de données, pour essayer d'en faire un référentiel commun et de faire en sorte que toutes nos décisions, partent de ce même référentiel de data. Et c'est ça la vraie transformation. Et c'est ce que la plupart des entreprises, la transformation que la plupart des entreprises sont en train de réaliser, c'est celle-ci. Alors bien sûr, c'est plus facile pour certaines que d'autres. Je vais vous prendre l'exemple de Deliveroo, tout à l'heure. Évidemment, quand en fait notre modèle d'entreprise est construit autour de la data, c'est plus facile d'aller, en tout cas d'aller plus vite et d'être plus performant que quand notre modèle d'entreprise date effectivement de plusieurs dizaines d'années et qu'en fait il faut adapter, il faut se transformer pour pouvoir devenir data centric.
Également un autre article dont je vous partagerai le lien tout à l'heure, hein, qui est écrit par un consultant qui s'appelle un consultant suisse qui s'appelle Benjamin, Proté, hein. Il tient un blog qui s'appelle, Business Decision qui est plutôt bien fait. Donc lui, son sujet, c'est plutôt la gouvernance, hein, comment la data, enfin, quels sont les changements, de gouvernance que la data implique, au sein de l'entreprise. On ne va pas s'y intéresser là, mais j'ai récupéré ce graphique de son article, pour juste, en fait, expliquer, comment, en fait, la data, enfin, où la data est présente au sein de l'entreprise. Donc on voit, donc lui, il a choisi de mettre en numéro un la gouvernance. Bah, effectivement, c'est, quelle, quelle structure on va, donner à la data, à son modèle d'organisation pour qu'ensuite ça vienne, nourrir la décision. Évidemment, je veux dire la data pour la data, ça a absolument aucun intérêt. Ça doit servir un but, bien sûr le but de l'entreprise, mais aussi, l'aide à la décision pour ceux qui sont en mesure de pouvoir prendre, la décision. En numéro 2, il a choisi de mettre l'infrastructure. Donc là, il a appelé ça, data lake. C'est, en fait, heu, ce vers quoi, bah, toutes les datas, vont émerger. Ensuite, en numéro 3, il met donc le self-service business intelligence. Bon, mais ça peut être, du logiciel qui est géré par des humains, par des métiers. On voit, ensuite qu'il nous parle par exemple de data science. On pourrait parler aussi de data architecte, d'architecture. Mais tous ces profils-là, ce sont plutôt des profils ingénieurs. Ce sont des gens qui justement auront pour responsabilité de construire toute cette architecture et de s'assurer de la fluidité de toute cette data. Mais à la fin, on aura, et c'est justement l'objet de ce webinaire, le data analyst. Le data analyst qui est finalement le généraliste de la data. Le généraliste de la data, c'est qu'il a, on n'a pas besoin, il n'a pas besoin de maîtriser absolument toutes les arcanes de la data. Il n'a pas besoin d'être un data scientist, par exemple. Un data analyst, voilà, en quelques semaines, il peut avoir les fondamentaux pour pouvoir faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire traiter de la donnée, trier de la donnée et en faire un outil d'aide à la décision via, par exemple, de la data visualisation. La fameuse data vise, c'est rendre euh, compréhensible, orienté vers justement l'aide à la décision, énormément de data. Donc le data analyst, il est en bout de chaîne, mais finalement, il est fondamental parce que c'est lui, en tant que généraliste de la data, qui va pouvoir ensuite irriguer les autres métiers. Et puis, vous verrez tout en bas de ce schéma, vous avez l'écosystème social media qui va faire l'objet, tout à l'heure, je vais vous parler plus spécifiquement de l'impact de la data sur les réseaux sociaux et comment, en fait, la data des réseaux sociaux va déjà nourrir le modèle de l'organisation et sa performance. Et donc, prenons un exemple. Hein. Prenons un exemple donc d'entreprise, hein, de modèle économique qui est centré, qui utilise la data et dont le modèle économique hein, est la data. C'est celui donc de la livraison de repas à domicile. Donc, je parlais par exemple de Deliveroo. Idem, hein, c'est un article de vulgarisation dont je vous partagerai le lien juste après. Juste pour vous raconter, bon, on utilise tous hein, sur nos smartphones, on a tous une application Deliveroo, Uber Eats, etc. Imaginez un peu le nombre de data qu'il y a, qui est agrégé au sein d'une seule application. Hop, c'est ma slide suivante. Et donc, prenons notre smartphone. Qu'est-ce qu'on a déjà? Déjà, on a notre compte utilisateur. Donc, pour pouvoir utiliser cette application, on a créé un compte utilisateur. Et donc, on a déjà donné les fondamentaux de la data qui sera ensuite utilisée par Deliveroo. Je prends l'exemple de Deliveroo. Donc, bien sûr, notre nom, notre prénom, notre adresse, nos coordonnées, évidemment. Et puis, on va être connecté avec quoi? Avec des restaurants. On va dire c'est une espèce de marketplace de restaurants. Mettons-nous maintenant côté restaurateur. Le restaurateur, il a créé également un compte restaurant sur l'application sur lequel il a renseigné toutes ses coordonnées, bien sûr, mais également son menu. Il a entré son menu dans les cases de Deliveroo pour dire, voilà, moi j'ai tel et tel produit qui coûte tant. Il a renseigné les photos, il a renseigné les descriptifs, etc., etc., etc. Donc nous, je reviens côté utilisateur. On va sélectionner des restaurants.
Parce que ce soir, j'ai envie de manger chinois, j'ai envie de manger italien, j'ai envie de manger je sais pas quoi, et cetera. À chaque fois que je vais faire une commande, je vais donner à l'application des tendances et des préférences. Donc plus je vais commander sur Deliveroo, plus l'algorithme sera personnalisé en fonction de mes choix et de mes préférences. Ça, c'est sur le plan personnel. Maintenant, et c'est là où on va parler de big data, maintenant vous faites ça sur les centaines de milliers d'utilisateurs sur la plateforme, en fonction de leur zone géographique, en fonction de leur âge, en fonction également des préférences qu'ils auront montrées pour tel ou tel fast-food, tel ou tel produit. Et là, on fait du prédictif. C'est-à-dire que Deliveroo est capable de vous dire, on est aujourd'hui jeudi 7 avril, il est 19h15, le coup de feu va commencer, le coup de feu Deliveroo va commencer. Eh bien, par exemple, sur la zone de Paris Nord, eh bien, on va avoir une concentration de demandes autour de pizza, par exemple. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, toutes les commandes précédentes sur des temps de connexion, ils savent que ce soir, il va y avoir plutôt une moyenne d'hommes, je dis n'importe quoi, hein, d'hommes entre 24 et 35 ans qui vont se connecter entre 19h15 et 19h40 pour commander une pizza. Toute cette data-là, elle est au service de la performance de l'entreprise. Rien de nouveau, vous avez tous, vous le voyez tous. Mais voilà, c'est pas le futur, hein, c'est déjà le cas. Donc imaginez bien, maintenant qu'on va regarder ça d'un point de vue un peu macro, imaginez bien que les entreprises qui veulent se lancer, par exemple, dans la restauration, de la livraison de repas à domicile, bah, la barre est déjà très, 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 très haute. Il faut être capable de pouvoir répondre à cette qualité de service qui est énorme. Et attention, je ne vous ai pas parlé d'un dernier point, je ne vous ai pas parlé des livreurs. Bah oui, ils sont quand même, ce sont eux les sentinelles, c'est eux qui permettent de faire ce dernier kilomètre, de pouvoir amener, de pouvoir connecter le consommateur, le client avec le restaurant. Eh bien, même principe, tout est géré depuis le smartphone. On est même capable de savoir en quasi temps réel où est notre livreur. Quel est le livreur qui va aller chercher la commande? Il a récupéré sa commande, hop, et ensuite on sait qu'il va mettre entre 15 et 20 minutes pour arriver. C'est de plus en plus précis. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent fréquemment ce genre d'application, ça se trompe quasiment jamais. Je dirais à 5-10 minutes maximum près, vous savez la précision de votre livraison. C'est pas flippant, c'est déjà, c'est déjà le cas, c'est le sens de l'histoire. Et c'est maintenant que je vais faire la jonction avec les réseaux sociaux. Et on va voir ça du côté des communicants, des côtés du côté des professionnels du marketing. Alors, évidemment, les canaux se multiplient. Mais les réseaux sociaux ont en commun la même promesse qui est celle de connecter des humains avec des humains. Pourquoi les réseaux sociaux sont un tel phénomène mondial? C'est parce que ces plateformes répondent toujours à la promesse initiale qui est celle de relier des humains avec des humains. Et donc, c'est là où c'est compliqué pour les plateformes. Parce que leur modèle économique, hein, il est basé sur la publicité et donc les entreprises, les annonceurs qui vont payer pour pouvoir cibler, adresser des utilisateurs. C'est ça le modèle économique d'absolument toutes les plateformes. Vous le savez, hein, sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc là, en l'occurrence, les réseaux sociaux, on ne s'en cache pas, c'est nous le produit. Un petit peu comme tout à l'heure sur Deliveroo, ben, quand vous vous connectez à un réseau social, si vous voulez utiliser un réseau social, ben, vous êtes obligé de rentrer vos coordonnées. Adresse mail, téléphone, date de naissance, le lieu géographique, il n'y a pas besoin de le savoir, puisque en fait, on l'aura grâce à la géolocalisation quand je me connecterai à ce réseau social. Donc on note déjà toutes ces informations. Et puis en plus de ça, il y a également les usages qu'on va avoir. Est-ce que, par exemple, je vais interagir avec des contenus, je prends l'exemple de la voiture, mais sur des contenus en lien avec des voitures, ou du gaming, ou la NBA, etc., etc. Donc toutes ces tendances-là, elles sont documentées au sein des plateformes
dans leur base de données et donc bah, ça fait que mes données en fait sont rentrées au sein des référentiels de ces plateformes en fonction de mes activités et donc bah, de mes centres d'intérêt. En fait, les centres d'intérêt, je ne les déclare pas auprès de la plateforme. La plateforme sait déjà quels sont mes centres d'intérêt, puisqu'il y a la récurrence et la répétition de mon activité sur ces différents réseaux sociaux. Et puis, on va reprendre un peu de recul, hein. En fait, c'est ce que j'ai appelé all inclusive. En fait, les réseaux sociaux sont déjà au cœur, de nos usages, digitaux, des usages, web. Alors, ces chiffres-là sont déjà périmés puisque on n'assiste pas à une transformation, on assiste à une véritable accélération de la société et des usages qui vont avec. Bon, ben, sur à peu près 65-70 millions de Français, il y a 40 millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux. Bah, oui, c'est déjà une réalité. À quoi correspondent ceux qui ne sont pas concernés par cette statistique? Soit les très jeunes, soit les très vieux. Mais sinon, ensuite, on va dire l'intégralité quasiment de notre population active et y compris ensuite, les retraités qui sont concernés par les réseaux sociaux. Et par réseaux sociaux, on a une définition très large. Les réseaux sociaux, c'est pas que Facebook, c'est pas que Instagram, c'est pas que Twitter. C'est également Messenger, c'est également WhatsApp, c'est également Telegram, c'est également Signal. Les messageries instantanées sont des réseaux sociaux qui ont fait le choix de se spécialiser dans certaines fonctionnalités, à savoir l'envoi de messages, soit individuels, soit via des groupes et des boucles. Et je pense qu'on est tous, par exemple, sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, vous avez au sein de la même application la boucle, le groupe avec vos amis, le groupe avec vos collègues, votre famille, vos amis du foot, vos amis des jeux de rôle, etc., 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 au sein de la même application. Et pourquoi les marques et pourquoi les entreprises viennent sur WhatsApp? C'est notamment le cas par exemple, de Carrefour, hein, c'est un des exemples qui est bien documenté, qui est bien connu. Mais que fait Carrefour? En fait, Carrefour, il vous permet de pouvoir passer vos commandes, de pouvoir également faire de la réclamation client directement via WhatsApp. Rien d'exceptionnel, c'est normal, c'est les usages qui veulent ça. Pourquoi créer des nouvelles plateformes? Pourquoi vous amener sur la plateforme alors que c'est beaucoup plus simple d'aller sur la plateforme sur laquelle vous êtes déjà? C'est ça en fait le mouvement auquel le mouvement auquel on est en train d'assister et auquel on est déjà en train de participer en tant que professionnel de la communication et du marketing. Et ce modèle-là, il est basé sur de la data et sur une capacité aussi qu'on doit tous avoir à pouvoir faire de l'analyse de ce que représentent ces données. Et puis, quand je vous dis les réseaux sociaux sont déjà au cœur des usages web, ben, on considère à peu près aujourd'hui que le temps passé sur Internet, grosso modo, il est entre 6h30 et 7h. Donc, je vous le refais, hein, dans notre journée de 24 heures, on a à peu près un temps d'éveil de 14-16 heures, grosso modo, hein, le reste on dort quand même. Eh bien, en fait, la moitié de votre temps d'éveil dans la journée, on le passe sur Internet. Donc, on ne peut pas trop grappiller sur ce temps-là. Alors, bien sûr, il y a peut-être le métaverse, on verra. Mais pour l'instant, le métaverse, c'est plus quelque chose, c'est plus un concept fictif qu'une réalité pour chacun d'entre nous. On n'a pas tous encore le casque de réalité virtuelle. On n'est pas dans Ready Player One. C'est pas encore ça. On va peut-être y arriver, mais en tout cas, c'est pas encore ça. Donc, ce temps-là, finalement, ce temps de passer devant Internet, 6h30, 7h, il va peu évoluer. En revanche, au sein de ce temps-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a déjà un tiers de notre temps passé qui est sur les réseaux sociaux. Un tiers de notre temps passé devant Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est exponentiel. Chaque année, il y a à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes qui augmente au sein de ce temps passé, de ces 6h30, 7h. Enfin, troisième stat que je voulais vous présenter, c'est qu'on a 26% des utilisateurs, donc là c'est français, entre 16 et 64 ans, ouais, notre population large qui est déjà sur les réseaux sociaux, qui déclarent utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Attention, hein, ce n'est pas LinkedIn. Ils ne déclarent pas utiliser LinkedIn, ils déclarent utiliser leurs réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus, à des fins professionnelles. Je vous reprends l'exemple de WhatsApp. Vous avez vos collègues, vos clients avec qui vous échangez sur WhatsApp. Pourquoi pas? Et enfin, dernière chose, et c'est ce sur quoi je vais concentrer la fin de cette présentation, c'est le social paid. C'est l'évolution de la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc l'an dernier, on a observé la plus haute hausse d'investissement dans le social paid. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Grosso modo, depuis 30 ans, les grandes entreprises, on va dire celles du CAC 40, elles investissent le même montant en publicité. Grosso modo, depuis 30 ans, il n'y a pas
de hausse significative. C'est toujours les mêmes budgets. Mais intéressons-nous à ce qui se passe à l'intérieur de ces budgets. Comment les arbitrages, comment les enveloppes sont ventilées. Eh bien, au sein de ces budgets, on va avoir le social pay, donc la publicité sur les réseaux sociaux, qui va augmenter, qui augmente déjà très fortement, vous voyez, plus 25% par rapport à 2020, au détriment de la publicité traditionnelle. Vous imaginez bien, la télé, le print, la radio, etc. Mais également, et c'est ça qui est intéressant, au détriment de la hausse du display, donc c'est la publicité, par exemple les bannières que vous avez sur Internet, et du search, donc de l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche, par exemple. Pourquoi? Eh bien parce que la fin du cookie, vous savez que Google a annoncé la fin du cookie, la fin de la prise en charge du cookie par Chrome, mais en fait a un petit peu tendu le marché, qui a préféré aller vers des solutions qui étaient plus sûres et rassurantes. Les réseaux sociaux. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de pouvoir cibler de manière aussi précise, de manière aussi puissante des utilisateurs à un coût aussi abordable. Pour ceux qui ont déjà fait de la publicité sur les réseaux sociaux, je veux dire, vous investissez 1000 euros sur une publication sponsorisée, mais c'est déjà énorme. Vous allez déjà faire un carton. Après, ça dépend de vos logiques. Si vous faites de la notoriété, bon, ben, vous aurez comme résultat des impressions. C'est-à-dire que vous aurez impacté les utilisateurs sur leurs écrans. Si vous voulez faire de l'acquisition, bon, ben, peut-être qu'effectivement, 1000 euros, ça ne suffira pas. Faire de l'acquisition, ça veut dire que par exemple, vous voulez amener vos utilisateurs à utiliser votre service. Et donc, vous allez mettre de la publicité afin de les inciter à interagir. Et donc, sur les réseaux sociaux, le nerf de cette guerre, ça va être le fil d'actualité. Parce que 99% des interactions se font depuis le fil d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que si vous prenez votre smartphone, eh bien, vous allez voir, par exemple, vous ouvrez Twitter, ouvrez LinkedIn, ouvrez Facebook, par exemple. Vous arrivez sur l'accueil, entre guillemets, du réseau social. Et donc, regardez un peu le type de contenu que vous avez et la source de ce contenu. Je vais prendre l'exemple de LinkedIn. Sur LinkedIn, vous prenez les 10 contenus que vous avez dans votre fil d'actualité, dont vous ne savez pas, finalement. La sérendipité du web, c'est ça, c'est qu'on va sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas ce qu'on va voir. On se laisse porter par notre fil d'actualité, et donc par les algorithmes qui les gèrent. Eh bien, sur ce fil d'actualité, on va avoir en moyenne, donc sur les 10 contenus qu'on va voir, on va avoir 7 contenus qui sont le fruit des interactions de comptes utilisateurs, c'est-à-dire des relations de premier niveau, des amis LinkedIn. Donc 7 blocs sur 10 vont venir de ces comptes utilisateurs. Et ensuite, on va avoir 3 publications qui vont venir de pages entreprises. Et sur ces pages entreprises, on aura au minimum 2 publicités. Donc, des annonceurs, des pages entreprises qui auront payé pour que je vois dans cet espace-là leur publicité. Ce ratio, vous pouvez le retrouver à peu près partout. À peu près 3 contenus entreprises, 2 voire 3 publicités, tous les 10 contenus. Bon, ben, cette réalité-là, elle a forcément un impact sur notre façon de travailler. Elle a un impact puisque sur les réseaux sociaux, la durée de vie moyenne d'un post, elle est extrêmement faible. Et c'est ça aussi le véritable changement. C'est que quand on vient de l'éditorial, c'est le cas notamment pour ceux qui travaillent depuis, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années. L'éditorial, c'est qu'on avait un accent très fort sur le contenu. Mais c'était du contenu en dur, c'est du contenu qui reste. Même sur le web, c'est-à-dire quand vous produisez un contenu sur un site internet, c'est un contenu qui reste, dont on décide l'arborescence. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on faisait, et qu'est-ce qu'on fait toujours encore? Du référencement naturel pour faire en sorte que notre contenu il puisse émerger sur les moteurs de recherche, au programme desquels Google. Et bien sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout la même logique. Sur les réseaux sociaux, le contenu qu'on va créer, notre objectif, c'est qu'il apparaisse sur des fils d'actualité, donc qu'il apparaisse sur des écrans. Parce que si il n'apparaît pas sur des écrans, ça ne sert à rien. Mon contenu, il n'existe pas. Alors oui, techniquement, effectivement, je peux le retrouver sur le compte ou la page, mais ça ne correspond pas aux usages, puisque 99% des interactions se font depuis le fil d'actualité. 99% des likes, des commentaires, des partages se font depuis le fil d'actualité. Donc si mon contenu, moi en tant qu'entreprise, n'apparaît pas sur votre fil d'actualité,
bah, en fait, ce contenu n'existe pas parce qu'il y a aucune chance que vous le voyez et donc il y a aucune chance que vous ayez la possibilité de pouvoir interagir avec. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'en 2022, le business model des plateformes, il reste toujours basé sur la publicité et tout ça, derrière, c'est de la data parce que forcément, pour faire ces actions de publicité, bah, il va falloir qu'on identifie quels sont les utilisateurs, quoi, et les audiences que l'on souhaite avoir. Pour quelles raisons? Pourquoi on a besoin? Pourquoi on a envie d'aller chercher ces utilisateurs? Et donc, on va utiliser les bases de données qui sont à notre disposition en interne, mais également celles qu'on a sur les plateformes de publicité et on va essayer de faire en sorte qu'elles matchent, hein. Est-ce que les utilisateurs que je vais chercher sur les réseaux sociaux correspondent à mes clients ou aux prospects que j'essaie d'avoir, que j'essaie d'avoir par ailleurs? Donc ça, c'est un travail de communicant, déjà aujourd'hui. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on va pouvoir faire en dehors de la publicité. Et pour, ceux, par exemple, qui mettent en place des programmes d'employé advocacy, pourquoi les collaborateurs ambassadeurs? Beh, parce que justement, on essaie de faire en sorte ou les clients ambassadeurs, un mot que les marketeurs aiment beaucoup, c'est l'UGC, l'User Generated Content. Comment on va générer du contenu par les utilisateurs qui parlent de notre marque, qui parlent de nos services, et puis surtout comment on va pouvoir le scénariser et l'entrer dans notre stratégie de communication et marketing. Tout ça, c'est déjà de la data et la data est déjà au cœur de tout ça. Donc la recommandation que je peux faire à tous ceux, étudiants ou professionnels, qui sont intéressés par la data et qui ont envie d'évoluer et de donner un nouvel élan à leur carrière, c'est, de se former au plus vite, à la data. Pas besoin de faire 5 ans, d'études, c'est pas du tout ça. C'est, faites des bootcamps, faites des formations, d'initiation. Dans le cadre des étudiants qui nous rejoignent, on a une année on a ouvert, on ouvre dès l'année prochaine une année, donc en 5e année en alternance, donc sur la data analyse et la business, analyse, justement pour pouvoir augmenter, leurs compétences et leur permettre de pouvoir correspondre aux besoins actuels et surtout futurs, de leurs employeurs.